Est-ce qu'il vous arrive à l'occasion d'entrer dans une salle et de vous apercevoir que vous avez oublié ce que vous alliez faire dans cette salle? Est-ce que vous sentez parfois que vous agissez en mode automatique, sans trop penser à ce que vous faites, en allant au bureau, par exemple, en prenant toujours le même chemin? Une chercheuse québécoise s'est penchée sur ces questions et vient de publier une étude qui ouvre de nouvelles pistes sur la maladie d'Alzheimer. La chercheuse en question s'appelle Véronique Bobotte. Elle est avec moi en studio pour parler de sa recherche. Elle est chercheuse à l'Institut Douglas, professeure au département de psychiatrie de l'Université McGill. Elle fait des recherches sur le cerveau depuis 1988 et est co-auteure de cette nouvelle étude qui jette plus de lumière sur la maladie d'Alzheimer et de ses causes. Madame Bobotte, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, on va tout de suite plonger dans notre cerveau, si vous le permettez, parce que dans le cerveau, et c'est à la base, au centre de votre étude, il y a l'hippocampe et le noyau codé. Qu'est-ce que l'hippocampe et le noyau codé nous disent sur la maladie d'Alzheimer? Bon, exactement. Donc, ça fait, en fait, depuis 1997 que j'étudie la dynamique entre l'hippocampe et le noyau codé. Et ce que j'avais déjà trouvé très tôt dans mon travail, c'est qu'on utilise soit une partie du cerveau, donc soit l'hippocampe, soit les noyaux codés. Mais on n'utilise pas les deux en même temps. Alors déjà, très tôt, on avait découvert que les jeunes adultes, quand ils naviguent dans un environnement virtuel, dans un test que moi j'ai développé dans mon laboratoire, ils vont soit utiliser leur mémoire spatiale, qui implique justement l'activité de l'hippocampe, soit ils vont utiliser une stratégie qui s'appelle stimulus-réponse, qui va solliciter l'activité des noyaux codés. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est plus automatique, si on veut. Voilà, exactement. Donc, de quoi il s'agit? Quand on utilise notre mémoire spatiale, ça, c'est vraiment quand on est présent et qu'on regarde tous les détails de notre environnement, à tel point qu'on peut faire des relations entre les points de repère. Et on peut s'imaginer une carte mentale de cet environnement. Alors, si on est capable de se l'imaginer, ça donne des atouts. On est capable donc de faire un plan vu de haut. Et quand on navigue dans l'environnement, par exemple, même à l'extérieur, s'il y a une route qui va être bloquée à cause de la construction, on est capable de développer de nouveaux chemins pour aller à notre destination. Parce qu'on avait cette carte mentale donc qui dépend de l'hippocampe. L'autre stratégie, stimulus-réponse, qu'est-ce que c'est? C'est la stratégie qui est un peu plus automatique, exactement. Le pilote automatique qu'on utilise quand on va toujours en utilisant le même chemin chaque jour. Et des fois, on ne se souvient même pas de ce qu'on a vu sur notre chemin. Alors, quel est le processus? C'est un processus d'association entre un stimulus et une réponse. C'est pour ça que ça s'appelle stimulus-réponse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sors de chez moi, le stimulus, ça va être le cadre de la porte, ma réponse automatique va être « Ah, je tourne à droite. Au coin de la rue, je sais qu'il faut que je traverse et ensuite, je tourne à gauche. » Et avec une série comme ça de stimulus-réponse, on peut atterrir à l'immeuble blanc et savoir que là, il faut tourner à droite. Donc, l'immeuble blanc sert encore une fois de stimulus. La réponse est tournée à droite. Et comme ça, on peut se rendre jusqu'à notre destination sans avoir sollicité l'hippocampe, sans avoir de carte mentale, mais à la place, on sollicite l'activité des noyaux codés. Et donc, nous devrions stimuler l'hippocampe. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont montré que lorsque l'hippocampe est petit, ça augmente le risque de problèmes cognitifs durant le vieillissement normal et ça augmente le risque de plusieurs maladies neurologiques et psychiatriques, dont la maladie d'Alzheimer, aussi la dépression, il y en a plusieurs autres. Donc, ça veut dire que lorsque l'hippocampe est plus petit, on augmente notre risque. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs de l'environnement comme le stress, il y a des facteurs génétiques. Mais quand l'hippocampe est plus petit, qu'on suit les gens quand ils sont en bonne santé et qu'on regarde à travers les années qui va plus tard développer l'Alzheimer, eh bien, on peut retourner en arrière, examiner leur cerveau. Et c'est ceux qui avaient justement un hippocampe plus petit où il y avait une région connexe à l'hippocampe, donc qui travaille dans le même système, qui s'appelle le cortex entorhinal, qui lui aussi était plus petit. Donc, finalement, ces deux structures-là deviennent des facteurs de risque. Lorsqu'ils sont petits, lorsque ces structures sont petites, elles vont prédire la possibilité, un plus haut risque d'avoir la maladie d'Alzheimer plus tard. Mais alors, si on fait ce lien-là, si on dit petit hippocampe égale risque plus élevé de développer la maladie d'Alzheimer, est-ce qu'on peut détecter l'hippocampe? Est-ce qu'on peut voir l'hippocampe dans le cerveau de quelqu'un et à ce moment-là, essayer de muscler l'hippocampe ou dire à la personne « Hey, il faudrait que tu muscles ton hippocampe ». Exactement. Donc, ça fait 20 ans que je travaille là-dessus. Okay? Donc, mes premiers tests, d'abord que j'ai développés, peuvent déceler l'utilisation de la stratégie spatiale. Elle est corrélée à un hippocampe plus musclé, comme vous dites.
Ensuite, j'ai reproduit les mêmes résultats chez la personne âgée. Donc, même chez la personne âgée, ceux qui utilisent la mémoire spatiale ont un plus gros hippocampe. Et il y a beaucoup d'études maintenant qui sont en train de montrer qu'il est possible d'augmenter la plasticité de l'hippocampe chez la personne âgée en utilisant sa mémoire spatiale ou dans d'autres domaines. Alors, comment on l'utilise, la mémoire spatiale? Qu'est-ce qu'on doit faire pour muscler notre hippocampe? Donc voilà, ce que je recommande aux gens, en fait, j'ai un cours même que j'ai développé là-dessus qui s'appelle Vébocognition, où j'enseigne aux gens à regarder les stimuli dans l'environnement et créer des cartes cognitives. On peut commencer avec quelque chose de très simple. Par exemple, faire un plan vue de haut de notre chambre à coucher. Par exemple, si vous imaginez maintenant où est votre lit par rapport à la commode, par rapport à la lampe, le téléphone, etc., et vous faisiez un dessin, le processus d'imaginer et de recréer une carte mentale de cet environnement-là va stimuler l'hippocampe. Et c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours. Par exemple, quand on utilise un nouveau chemin, ben, c'est bien de se retourner, regarder les points de repère. OK, quand je reviens, voilà, quand je reviens, il va falloir que je passe par ici, là, etc. Alors, on oublie le GPS? Ça, c'est une excellente question. Je pense qu'il y a des façons d'utiliser un GPS de façon saine si on continue à apprendre de notre environnement. Mais si on l'écoute sans regarder les points de repère, mais juste en écoutant les instructions, il y a de fortes probabilités qu'on ne stimule pas notre hippocampe. Et on va le savoir comment? Si on devient de plus en plus dépendant du GPS. Si on est dépendant du GPS, c'est qu'on n'a pas bâti une carte mentale de l'environnement, donc on n'a pas stimulé notre hippocampe. Alors, carte mentale de l'environnement, muscler l'hippocampe, c'est ce qu'on retient. Merci beaucoup, Mme Bobot, et bonne soirée à vous. Merci.